Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro de votre émission Les Jeunes en parlent. L'émission qui discute avec les jeunes pour les jeunes pour pouvoir offrir à chacun d'entre eux des éléments clés pour survivre dans ce monde. Aujourd'hui, la thématique que nous voulons aborder ne concerne pas uniquement les jeunes, mais ça touche également les parents. Vous savez, les carences parentales représentent un défi majeur dans le développement des enfants. Ces lacunes, qu'elles soient émotionnelles, financières, matérielles ou autres, ont des conséquences profondes sur la santé, sur le bien-être et sur le développement de ces enfants. Et dans notre monde qui est en constante évolution, il est crucial d'aborder des questions de carences parentales et de leur impact, de détecter les signes précurseurs, de discuter de leur impact sur les blessures émotionnelles, sur les questions d'addiction et les autres comportements que les enfants peuvent présenter lorsqu'ils sont en train de grandir. Et aujourd'hui, nous voulons aborder de ces questions de parentalité, de discuter donc pour apporter donc à nos parents, à nos tuteurs et aussi à ces jeunes qui sont des adultes en devenir des solutions adaptatives, des moyens sûrs d'accompagner leurs enfants, d'accompagner les familles et surtout d'offrir à chaque enfant, à chaque adolescent et à chaque jeune un environnement sécurisé, un environnement propice à son développement et à son épanouissement. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, la thématique, elle est claire. Nous voulons parler des addictions et des blessures affectives. Quel est donc l'impact des carences parentales? Soyez encore une fois les bienvenus et je suis très sûre et très rassurée que vous allez vous y retrouver et que vous allez apprendre de nouvelles choses. Je ne suis jamais seule, je suis aujourd'hui avec des personnes qui sont des parents, mais qui sont également des personnes qui vous écoutent, qui ont la capacité et les aptitudes d'accompagner des personnes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Notre première invitée, elle est psychothérapeute, elle est également servante de Dieu et aujourd'hui, elle va nous aider à aborder la question non seulement dans le domaine scientifique avec un peu de psychologie, mais également dans le domaine de la spiritualité afin que Dieu, et dans son immense bonheur, immense grâce, nous aide donc à mieux éduquer les enfants qu'il nous donne. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Anne Ekoué, comme je l'ai dit, elle est psychothérapeute, elle est également servante de Dieu. Bonjour Anne. Bonjour, Essie, comment tu vas? Ça va super bien. Okay. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Et nous sommes également avec un habitué du plateau qui aujourd'hui ne va pas porter la casquette d'entrepreneur, mais va porter aussi la casquette de parent pour qu'il partage avec nous les expériences qu'il a. Alors, vous allez le reconnaître, il est donc entrepreneur, comme je l'ai dit, il est également promoteur et gérant de l'entreprise Africa Clean. Bonjour Lucia, Agbeko Kofi, comment ça va? Ça va bien, Dorcas. Ça va super bien. Ça va super bien. Merci surtout de toujours répondre présent lorsqu'on vous invite. C'est toujours un plaisir. Alors aujourd'hui, c'est Papa Lumière, on va l'appeler tout au long de l'émission. Alors, comment c'était la première expérience? Pas seulement l'entrepreneur qui prend tous les risques parce qu'il sait que je suis seule, je m'en fous de ce qui arrive. Mais là, actuellement, il y a un petit bonhomme. Comment vous avez vécu le virement de situation? C'est pas facile quand même. Et quand même, quand l'enfant est né, il faut changer déjà. Quand il n'est pas encore né, c'est-à-dire il est là, mais on sait qu'il est là, mais il n'est pas encore né, il ne faut jamais changer de stratégie. Parce que moi, au début, je voyage, je peux faire des jours, mais elle est enceinte, il faut revenir tout de suite pour voir comment ça se passe. Quand tu sors même, tu as peur. Hein? Les risques que tu prenais peut-être en circulation, moi je peux quitter Muni, mais de dire, il y a un gars qui arrive là, donc il faut vivre pour pouvoir supporter le gars. C'est comme ça quand il est né. Bon, moi j'aime beaucoup les enfants. Et même déjà 3 mois, moi j'amène mon petit au service. Quand sa maman est occupée, moi je l'amène au service. Il reste avec moi des fois parce que je peux changer de couche, je peux faire tout cela, laver et tout. Papa modèle, hein? Je l'amène au service et bon, je fais tout cela. Au moins, ma maman m'a appris ça et ça fait que j'essaie d'appliquer. C'est très bien. Félicitations, maman, surtout. Hein. Parce qu'il faut savoir que très peu de femmes donnent ces éducations-là à leurs garçons. Des fois, même, ils ne savent même pas faire la lessive, ils ne peuvent pas balayer, ils ne peuvent rien faire du tout. Parce que, comme on leur a dit, l'homme met la tête. Surtout les garçons, c'est je regarde. Alors, pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce qui se dit, on a l'impression que cette éducation-là ne change pas, surtout côté garçon? Mais ça ne change pas côté garçon à cause déjà de ce qu'on leur a inculqué dès le bas âge.
Et par la suite, c'est ce que eux ils ont vécu avec leurs parents. Ok. Il y a ce que tu vis avec le parent, et il y a ce que le parent t'inculque. C'est deux choses. Donc, tu vois, c'est un tableau. Papa est tout le temps devant la télé, maman est à cheval à la cuisine, dans la salle de bain pour préparer le bain. C'est en même temps elle qui prépare la table, c'est en même temps elle qui fait ci, c'est en même temps elle qui prépare la bière pour papa, etc., etc. Et papa, il regarde sa télé, il lit son journal tranquillement. Et en même temps, on te dit à toi, le garçon, tu es le chef, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais quelque part, les enfants sont perdus parce que entre ce que les parents disent et ce qu'ils font, il y a beaucoup de décalage. Donc forcément, on retrouve les enfants qui se sentent perdus dans tout ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'applique? Parce que entre ce que papa dit, ce que papa fait, et ce que la société leur apporte, parce que dans la société aussi, on regarde le père de l'autre, ben, lui, il est à la maison, il aide maman, ou alors ben, c'est un papa qui est quasi pas à la maison, qui voyage, bon, l'enfant est tout le temps en train de jouer dehors, moi je suis obligée de rester dedans, ou bien on va à l'école, le maître aussi nous dit, ben, tu es le chef de famille, tu dois faire ci. Voilà, il y a toutes ces contraintes, il y a l'école qui éduque, il y a la maison qui éduque, il y a la société. Donc l'enfant se retrouve, bon, ok, je fais quoi, je prends quoi. Et c'est la plupart du temps par rapport à ses propres expériences que l'enfant arrive à se former petit à petit, à grandir et à devenir un papa modèle. D'accord. Modèle ou pas. Modèle ou pas vraiment. Mais quand même, je pense que tu fais assez d'efforts. Peut-être il faut demander l'avis de madame pour qu'elle confirme tout ça. Mais bon, on peut essayer de te faire confiance. Alors, lorsque nous parlons de carence parentale, madame Anne, qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans? Ah, là, je vais beaucoup parler. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Alors, déjà, je vais dissocier les deux mots, parce que quand on parle de carence, c'est déjà un mot à part. La carence, c'est quoi? C'est une manque, un manque, une insuffisance, parce que quand on dit, par exemple, j'ai une carence en vitamines, c'est une insuffisance en vitamines, ou alors un déficit. Voilà, il y a un manque quelque part. Maintenant, lorsque l'on parle de parents, c'est un responsable, personne responsable qui a en charge un enfant. Mais lorsque l'on parle de parents responsables, on parle de tuteur en même temps. Okay. C'est-à-dire qu'un tuteur, c'est quelqu'un qui a en charge un enfant. Et là, nous allons prendre trois sortes de tuteurs. Nous avons les tuteurs légaux, qui est le père et la mère biologiques qui donnent naissance à l'enfant, qui sont à la maison, qui s'occupent de l'enfant. Par la suite, nous avons des tuteurs supplétifs. Le tuteur supplétif, c'est quoi? C'est cette personne-là qui est apte à prendre soin de l'enfant en dehors des parents. Donc, ça peut être la tante, ça peut être l'oncle, ça peut être la grand-mère, le grand-père. Soit les parents sont décédés, les parents biologiques sont décédés, ou alors tout simplement les parents sont là, mais ils sont dans l'incapacité. Par la suite, nous avons le tuteur datif. Qu'est-ce que nous appelons tuteur datif? Tuteur datif, c'est un petit peu comme le tuteur supplétif. Par contre, c'est le juge qui doit être le tuteur datif, qui le choisit, entre autres, pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Donc, ça peut être le parent, comme on a dit tout à l'heure, la tante, l'oncle, la grand-mère, le grand-père, le cousin, etc. Ou alors, ça peut être une famille d'accueil, tout simplement, une assistance sociale qui place l'enfant. Et je veux bien spécifier tout ça parce que nous allons beaucoup en parler. Et donc, tout cela, le tuteur et puis la carence, donc on peut dire tout simplement que c'est un parent qui est dans l'incapacité de prendre en soin son enfant. Ou alors un tuteur qui est dans l'incapacité de prendre en charge son enfant. Voilà. Wow, d'accord. Donc, lorsqu'on a envie de résumer carence parentale, cela voudrait dire qu'à quelque part, un parent ne prend pas bien en charge son enfant. Tout simplement. D'accord. Alors, lorsqu'on dit qu'un parent ne prend pas bien en charge son enfant, qu'est-ce que cela évoque chez toi? Qu'est-ce que tu comprends? Quand on dit un parent ne prend pas bien soin de son enfant, je pense que, comme elle a dit, ça serait à plusieurs niveaux. Oui. Oui, ça peut arriver que le parent, économiquement, il n'arrive pas à prendre soin de l'enfant, et l'enfant a besoin des choses à acheter, par exemple, tu n'arrives pas à satisfaire ses besoins.
Et ça peut arriver, l'enfant, par exemple, a besoin de l'amour de son père ou bien de sa mère. Et moi, par exemple, il y a des fois que je vais quitter la maison, mon fils veut m'accompagner. Bon, si je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas de course à faire, il vient au boulot, il peut rester de matin au soir, on y va à la maison. Bon, c'est ce qu'il veut. Je sais que s'il n'y a pas de problème pour l'amener, je suis dans mon service, je peux l'amener. Personne ne peut pas me refuser. Donc, il y a ça aussi. Par exemple, l'enfant, lui, veut suivre son parent. Mais le parent, par exemple, n'est pas capable de pouvoir l'amener. La maman, soit le petit veut suivre sa maman pour aller acheter. La maman peut dire non, mais peut-être il n'y a même pas d'obstacle. C'est ça. Tu peux l'amener facilement en fait, mais tu dis non, je ne vais pas le faire parce que ça c'est volontairement. Mais ça peut être aussi involontaire, c'est simplement là où le parent veut aller, l'enfant ne pouvait pas aller là-bas. Donc ça aussi, il faut quand même qu'on puisse chercher une solution pour ça. Si moi je ne peux pas le faire, si je peux faire confiance à quelqu'un qui peut me faire ça, ça aussi, bon, ça peut être possible. Mais lorsque tu es un parent, et que tu n'arrives pas à satisfaire aux besoins, parce qu'il n'y a personne qui peut satisfaire à tous les besoins d'un enfant quand même, parce que, comme on dit, les besoins sont illimités. L'enfant, en même temps, il dit qu'il veut manger, il vient de manger, il peut dire qu'il est trop rassasié, tout ça. Il y a beaucoup de choses que l'enfant peut manifester, mais les besoins fondamentaux, si on n'arrive pas à manière totalité ou bien partielle à satisfaire aux besoins fondamentaux de l'enfant, on peut parler de la carence parentale. Bon, c'est pour moi, par exemple, moi je suis un papa et c'est les petits choses, l'enfant veut que tu lui prends, tu lui mets sur ta poitrine, c'est ce qu'il veut en fait. Tu refuses alors que tu n'as pas de contrainte à le faire. Pourquoi tu refuses? Donc ça là, ça peut amener l'enfant à voir que le papa n'est pas là. Donc c'est très important de voir. Au moins, c'est pas que tu vas gâter l'enfant, c'est qu'il veut manger, comment on appelle, le savon, tu vas lui donner. Mais les choses que tu sais que tu peux faire et que ça va lui faire du bien, et que tu n'arrives pas à le faire, c'est là-bas, je pense que tu ne réponds pas aux besoins fondamentaux de l'enfant. On peut parler aussi de cette carence. Et elle a beaucoup parlé de type d'éducation, de tutelle et d'éducation. Je suis aussi spécialiste en sciences de l'éducation, donc quand elle parlait, je me dis, ah, ça c'est l'éducation formelle, non formelle, éducation informelle. Elle a parlé de tout ça ensemble, parce que l'éducation qu'on reçoit au niveau de la société, et ce que les parents donnent et ce que l'école donne. Des fois, ça arrive qu'il n'y a pas les mêmes choses. Et en sciences de l'éducation, on nous dit, c'est ce que l'enfant, c'est ce que tu fais, que tu vois, c'est ce qu'il va reproduire. Lorsque le papa dit qu'on ne doit pas dire ça à maman, et le papa, il dit à l'enfant de ne pas faire ça, et lui-même il fait, ça veut dire que la femme va faire. C'est ça. Ah oui, la femme va faire. Donc, c'est comme ça, je pense que la carence, c'est de faire le minimum, au moins, faire ce qu'il faut, les fondamentaux, et je pense que si les fondamentaux ne sont pas faits, quand même, on peut parler de la carence parentale. D'accord. Alors, est-ce que les parents font ça volontairement? Est-ce qu'un parent décide volontairement de ne pas donner de l'amour à son enfant, de ne pas donner de l'argent à son enfant? Avant de répondre à cette question, je vais continuer dans la lancée de M. Aguekoro. Là, il a touché un point très capital que je voudrais développer. Il a parlé des besoins fondamentaux de l'enfant. C'est très important à tout parent de connaître ses besoins, parce qu'avant de prendre en charge un enfant, il faut connaître les besoins fondamentaux de l'enfant, les droits fondamentaux. L'enfant, il a droit à l'identité. Parce que des fois, dans certaines localités, on retrouve l'enfant, le père n'a pas voulu reconnaître, donc on a donné le nom peut-être de la grand-mère ou de la mère, enfin, des choses comme ça. Ça, déjà, ça fausse l'identité de l'enfant, parce que c'est un parent qui est dans l'incapacité. Il y a le droit à l'identité, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit d'être protégé. En même temps, le droit d'être protégé de tout ce qui est guerre et tout ça. Et le droit au loisir.
Ça, c'est vraiment important. Des fois, les enfants, ils rentrent à la maison, ils n'ont même pas 5 secondes, bien quelques minutes pour jouer. Allez, tu vas faire la cuisine. Allez, tu vas préparer ci. Allez, tu vas aller au marché. Et l'enfant se retrouve perdu parce qu'on ne lui laisse pas le temps de décompresser. On ne s'imagine même pas que quand l'enfant va à l'école, c'est tout un stress pour lui. Donc, quand il rentre de l'école avec tout ce stress à gérer et qu'on lui inflige encore d'autres devoirs, l'enfant, il ne s'en sort plus. Donc, il est aussi formel aux parents de connaître les besoins fondamentaux, les 3 fondamentaux de l'enfant, afin de l'appliquer. D'où, chaque parent peut tomber facilement dans la carence. Très facilement. Okay. Des fois, on peut se dire, super, moi je gère, j'ai mon enfant, je l'ai mis dans une grande école, je fais ci. Mais est-ce que les droits de l'enfant sont respectés? Point d'interrogation. Donc, Et même avant, je vous coupe, avant de rentrer dans la question, il y a un autre aspect qui est sorti de votre argumentaire. C'est comment un parent peut aimer son enfant. Parce que j'ai un peu l'impression que, et là vous l'avez dit, on le voit même dans les films, on a un enfant qui vit dans une maison de luxe, véhiculé, les gardes du corps ici, mais l'enfant va se suicider en mot du genre, mon papa ne m'aime pas. Alors comment un parent peut savoir que non, je transmets de l'amour à mon enfant? Vous savez, moi je dis toujours, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Un parent qui n'a pas reçu de l'amour ne peut pas retransmettre ça à l'enfant. Il peut tout faire, lui donner tous les jouets du monde, tout l'or du monde, mais il ne transmet rien et l'enfant ne peut rien recevoir. Donc, avant comment dire, de montrer du doigt le parent ou bien alors de le culpabiliser, il faut d'abord voir le passé du parent. C'est vraiment très important. Comment est-ce que ce parent a vécu, comment est-ce qu'ils étaient ses parents, et on parle il y a quelque chose qui s'appelle la transmission transgénérationnelle. C'est que comment les parents, les grands-parents ont vécu. C'est ça que le parent porte en lui. Peut-être qu'il y a eu des blessures, peut-être qu'il n'a jamais ressenti l'amour. Moi, je ramène ça dans notre société africaine. Une maman africaine, par exemple, ne sait pas prendre ses enfants dans les bras. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'amour en nous, mais c'est parce qu'on n'a pas ça dans notre coutume. On n'a pas ça dans notre culture du tout, de prendre l'enfant dans les bras, de lui faire bisous, de lui faire les câlins le matin et puis de partir. Donc, quelque part, l'enfant là qui part de l'Afrique et qui va dans les pays européens et qui, le matin, peut-être qu'il est dans une famille d'accueil ou dans la famille, chez le tuteur supplétif. Oui. Voilà. Je suis une bonne élève. Ouais, super. Tu auras ton diplôme tout à l'heure. Ouais. Le tuteur supplétif peut être tante, oncle, j'en sais rien. Et que le matin, t'es réveillé ou viens dans mes bras au bisou. Je t'aime. Allez, très bonne journée, mon amour. Et l'enfant va se dire, mais je suis dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais maman, elle est dans un autre monde, maman ne m'a jamais fait ça. Alors maman m'a aimé, maman m'aime pas. Il va se poser tout un tas de questions parce que là, il comprend plus rien. Il est dans un autre monde et puis il a reçu. Mais c'est ce que nous avons reçu en Afrique. En Afrique, l'enfant qui vient te dire bisous maman. Toi, tu caches toi. Hein? T'as fait une bêtise. Et voilà. Ou des fois, même le temps que même l'enfant réagisse, il a déjà une claque. Donc, il y a la question de la culture, il y a la question de la coutume. Il y a comment j'ai reçu et comment je transmets. Je peux transmettre que ce que j'ai reçu. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les cours en ligne, comme M. Agbeko le fait, comme nous le faisons aussi, pour sensibiliser les gens, pour exhorter les gens un peu partout, les parents doivent aussi comprendre qu'arrivé à un moment donné, il faut faire son mea culpa. Ok, je regarde à moi-même, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que je peux encore améliorer, ok, qu'est-ce que j'ai apporté à l'enfant, on va voir par rapport au comportement de l'enfant, mais qu'est-ce qui manque à cet enfant, pourquoi il est brutal, pourquoi il peut pas faire ci, c'est peut-être moi, et puis tu peux te rattraper. À n'importe quelle année, quelle année ou quel moment tu peux te rattraper. Bon, des fois c'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard. C'est vrai quand même.
Alors, est-ce que, bon, je pense que vous avez d'une part répondu à la question de savoir quelles sont peut-être les causes et les fondements de la carence parentale. On peut peut-être dire que peut-être c'est parce que eux aussi, ils ont eu à subir le même traitement. Ils ont eu à subir. Donc, au fond, ils ne savent pas que, lorsque peut-être je ne dis pas je t'aime à mon enfant, lorsque je ne lui fais pas des câlins, lorsque je ne fais pas ci et ça, c'est une mauvaise chose que je suis en train de le faire. Est-ce que, à part peut-être comment je vais dire ça, la transmission générationnelle, est-ce qu'il y a encore d'autres causes qui peuvent expliquer le pourquoi certains parents... Mais il y a d'autres causes forcément. Il y a les causes des blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, ça peut venir entre l'âge de 3 à 4 ans ou bien 1 à 6 ans. Ça intervient déjà des fois lorsque les deux parents ne sont pas en accord, ou alors lorsque un parent bat l'autre parent, ou tout simplement lorsqu'il y a séparation, il y a divorce, ou bien un parent est décédé, l'enfant se retrouve endeuillé. Bien, l'enfant se retrouve seul, abandonné. Donc, nous avons les simples blessures émotionnelles. Il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a l'injustice, il y a la trahison, il y a l'humiliation. Donc, il y a toutes ces blessures, des fois, qui se retrouvent dans un seul enfant. Si, arrivé à un moment donné, l'enfant ne rencontre pas un spécialiste, c'est-à-dire un psy pour l'aider, ou alors une tierce personne, genre une personne religieuse, ou alors une assistante sociale, pour beaucoup parler avec, pour lui dire si c'est ça, parce que lorsque ça commence à l'école, à la maison, ça continue à l'école. Ce sont les enfants arrivés à l'école qui ont des troubles de l'attention, parce que il n'a pas eu assez d'attention à la maison. À l'école, il va vouloir se faire voir. Donc, il va faire le pitre, il va perturber la classe, il va tout faire pour faire du bruit dans la classe. Et alors, si la maîtresse, là, n'est pas vigilante, si la maîtresse ne touche pas à l'assistance sociale, bien le psychologue de l'école, ça va se dégénérer. Donc, il faut, comment dire, que lorsqu'un enfant vient au monde, il faut une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge l'enfant. Les parents, l'assistante maternelle, le psy, dans la rue aussi. Il y a, ici c'est bien, il y a la TBF, Association Togolaise du bien-être familial. En France, il y a les assistantes sociales et il y a d'autres organismes qui prennent en charge tout ça. Donc, lorsque l'enfant se rend compte à un moment donné, par toutes ces équipes pluridisciplinaires qui font leur travail correctement, que ça ne va pas, il peut tout de suite y avoir une prise en charge de l'enfant et l'enfant pourra se reconstruire. Mais malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Donc, un enfant peut commencer une blessure à l'âge de 3 ans, peut le garder jusqu'à ce qu'il rentre dans la vie active. Et l'enfant là va se retrouver grand, marié, et dans le foyer, ça perdure. Donc, il y a des bagarres, il y a des compromis, il y a des dépendances. Donc, forcément, le couple va se séparer parce que ça ne tient pas. Donc, je passe par là pour parler aux parents. C'est très important de surveiller vos enfants. Peut-être que la blessure n'a pas commencé intentionnellement. Peut-être que la maman n'a pas voulu faire abandonner l'enfant. Mais une blessure de rejet, bien d'abandon, par exemple, ça commence lorsque le parent néglige son travail. C'est-à-dire le parent, il est dans son coin, ok, je rentre de l'école, bon, moi je suis trop occupée à corriger mes courriers, peut-être que la maman incite à corriger les cahiers, à corriger les devoirs, à corriger ci, peut-être que le papa voyage beaucoup, mais l'enfant, il est laissé à lui seul. Donc, il se sent rejeté, abandonné, et cet enfant va traîner ses blessures jusqu'à arriver à un moment donné. Donc, lorsqu'on voit des troubles d'attention comme ça, des dépendances, il faut aussi, si le parent est dans les capacités, il faut que soit le tuteur datif ou alors le tuteur supplétif sonne l'alerte. Parce que le tuteur datif, par exemple, comme l'assistance sociale, c'est pas forcément le juge qui doit dire « fais ci ». C'est-à-dire que déjà dans l'équipe pluridisciplinaire, cette personne doit commencer son œuvre avant que le juge puisse dire « non, là il y a incapacité, viens te prendre en charge ». Vous voyez ? Et le tuteur supplétif, c'est-à-dire que la tante, l'oncle, tout ça, en Afrique, c'est toute la famille. Donc, tous ceux-là vont dire, mais
cet enfant-là, on ne sait pas, bon, il répond mal, il est agressif. On ne sait pas à qui il ressemble dans la famille. Voilà, voilà. Et c'est là qu'on arrive à insulter la tête, et puis tout ça là. Bref, on connaît les expressions. Et des fois, même l'enfant, il fait le corbillonnaire parce que on ne le comprend pas à la maison, on ne le comprend pas à l'école. Donc, il va s'isoler tout doucement du monde, de la société. Et c'est un enfant qui va manquer de repères. Donc, arrivé à un moment donné, ben, il se perd. C'est vrai quand même. Alors, comment on peut reconnaître quels sont les signes, que ce soit les signes précurseurs, que ce soit les signes également qui démontrent qu'un enfant souffre d'une carence parentale? Oui, déjà, elle a beaucoup parlé même de ces signes parce que, vous voyez, lorsque tu vois un enfant qui n'est pas concentré, par exemple, il n'arrive pas à se concentrer, l'enfant qui est agité à tout moment, elle a parlé aussi il veut se faire voir à tout moment, quand tu vois un enfant qu'à chaque fois, il veut ce qui est du bien ou bien de mal qu'on parle seulement de lui. Ce sont des choses que il cherche de l'attention. Oui, il cherche de l'attention. Et c'est des choses quand même que les deux parents, parce que c'est quand on dit un enfant est toujours, aujourd'hui c'est possible d'avoir une vie trop, mais en réalité, avoir un enfant, c'est avec deux personnes. Avec qui ces deux personnes de pouvoir éduquer l'enfant. Moi, je pense, quand on parle même de les parents se sont séparés, et il y a des choses aussi qui arrivent comme ça. Mais moi, j'ai connu des parents qui se sont séparés, mais qui ont bien éduqué leurs enfants. C'est simplement, vous voyez, lorsqu'il y a eu ces problèmes, par exemple, l'autre pense que c'est l'autre qui a causé ça. Et indirectement, il dit ça à l'enfant. Le papa, si l'enfant est chez le papa, il dit c'est comme ça, ta maman m'a fait ici. Et tu vois, l'enfant est troublé. Quand il va chez maman, maman aussi dit que c'est comme ça, papa m'a fait. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi? Donc l'enfant est troublé. Donc, vous allez voir que ce sont des signes. Quand vous voyez ces enfants, et même l'enfant n'a pas confiance en soi. Parce que déjà, les personnes, si l'enfant devait avoir confiance à une personne, ça serait d'abord ses parents. Mais si l'enfant n'arrive pas à avoir confiance à ses parents, il ne peut pas avoir confiance à quelqu'un. Il n'a pas confiance en soi, il ne peut pas avoir confiance à quelqu'un d'autre. Parce que quand le papa dit ci, la maman dit ceci, et les deux parents peuvent être ensemble aussi. Et si ses parents, chacun ne connaît pas son rôle dans la famille. Parce que dans une famille, il y a quelque chose que mes parents m'ont appris, c'est de savoir quel est le rôle de tout et chacun. Parce que lorsque vous ne jouez pas bien, et vous vous donnez des rôles, et celui-ci, tu viens jouer le rôle de l'autre sans le prévenir, ça montre des choses. Moi, par exemple, à un moment donné, c'est ma maman qui payait mes scolarités. Mais je ne savais pas que c'est ma maman qui payait mes scolarités parce qu'elle donnait l'argent à papa. Pour nous, c'est papa qui payait, mais c'est maman. C'est papa qui nous dit non, c'est pas mon argent. L'argent que je vous paie, c'est pour maman. Mais elle m'a donné d'aller payer parce que je n'ai pas d'argent. Donc, il y a par exemple, la maman peut chercher seulement pour faire valoir à ses enfants que non, c'est moi. Et les enfants vont voir que le papa ne fait pas. Alors, vous voyez que souvent, des fois, c'est nous les parents, on met les enfants dans ça. Et il y a aussi ce cas qu'on dit en Occident, les réseaux sociaux aujourd'hui. La femme voit comment on éduque un enfant en France et un enfant africain ou bien togolais. Moi, je suis beaucoup plus lié à mon identité et j'aime d'où je viens. Et l'éducation que je reçois, je sais que je n'ai pas la même éducation que quelqu'un qui est né en France. J'ai des sœurs et des frères qui sont en Occident, mais quand ils viennent, c'est bien que leurs enfants veulent se comporter comme les gens de l'Occident. Mais ils disent non, tu n'es pas de là, toi tu es africain. Il faut savoir d'abord que tu es africain, qu'en Afrique,
si nous sommes arrivés ici, c'est parce qu'on a eu aussi une éducation. C'est un processus. C'est ce que nous devons te transmettre. Mais il faut faire comprendre à l'enfant. L'enfant qui... le papa. On dit le papa n'a jamais eu de câlin, qui n'y donne. C'est parce que l'enfant, c'est au dehors. L'enfant a vu qu'on donne câlin aux gens. D'accord. C'est pour cela les parents aussi, quand même, on doit se mettre, en tant que parent, tu dois se mettre à jour. Parce que l'enfant, lui, il sort. Il va voir d'autres enfants. Et comme on le dit, l'enfant apprend sur le tas. C'est ce que l'enfant voit, applique. Donc, quand il va à l'école, par exemple, l'autre enfant, son parent est venu le prendre à l'école. Et après, quand il est venu, il le prend et tout. Toi, tu viens avec ton véhicule. L'enfant dit, rentre, on part. Et, tu vois, c'est... Il va dire, pourquoi l'autre parent l'a fait comme ça? C'est bon. Pour les enfants curieux, ils posent les questions à papa. Posez les questions. Mais pour que c'est la maman dit, ah, ok. Donc, c'est là-bas aussi, il faut écouter l'enfant pour savoir qu'est-ce que l'enfant a besoin. C'est ce que je disais. Nous, nos problèmes aussi, c'est qu'on n'écoute pas l'enfant, on ne sait pas ce que l'enfant veut. Ce n'est pas l'éducation africaine qui n'est pas bon, mais ce que moi je dis est qu'il faut d'abord écouter l'enfant, savoir, connaître ses besoins. Et quand tu connais les besoins de l'enfant, tu peux répondre. C'est comme en toute chose, dans la vie c'est comme ça. Moi j'ai besoin de l'eau, tu m'amènes nourriture. Bon, tu vois, je ne suis pas satisfait. Je peux pas manger. J'ai soif. C'est l'eau, on me donne, je crois. Si l'enfant demande quelque chose que tu sais qu'en son âge, il n'a pas besoin de ça, bon, tu l'expliques. C'est ça, c'est la communication aussi. Donc, vous voyez que quand l'enfant il sort et qu'il manque d'affection, tu vas voir d'autres, ils sont renfermés sur eux. Quand les gens parlent, ils ne peuvent pas parler. D'autres sont agressifs. Quand tu vois toutes ces choses, d'autres même, au lieu, ils se donnent à des trucs, puis aller, chacun peut jouer ballon toute la journée pour s'éloigner de ses parents. Parce que c'est que quand il va, on ne va pas les donner de l'affection. Ils préfèrent aller jouer. Et d'autres préfèrent, bon, avoir des camarades et tout. Les mauvaises camaraderies et autres et également. Moi, on ne m'a jamais éduqué à avoir des camarades, et avoir d'amis. J'ai eu des camarades de classe, puis qu'on a fait d'autres, on a fait tellement le parcours ensemble on a fait tellement de classes ensemble qu'on est devenu comme... Mais j'ai qu'un seul ami, qu'on se connaît bien. Et lui, on était même jusqu'à ça, on est mariés, on était toujours ça. C'est un moment, on dit, bon, ça suffit, il faut qu'on se partage. Un parent, c'est ça, quand tu ne regardes pas l'enfant, par exemple, l'enfant peut se donner à la drogue. Tout de suite, des fois, le parent ne va pas savoir. Parce que tu n'es pas intentionné, tu ne prends pas soin de l'enfant et tout. Même si, avec les deux parents, c'est un conseil que mon papa m'a donné, même si les deux parents ne s'entendent pas sur un sujet, ça ne concerne pas vos enfants. C'est totalement vrai quand même. C'est ce que mon papa m'a dit. C'est totalement vrai. Mais pour la question, vous savez qu'il y a des fois avec maman, on ne s'entend pas sur beaucoup de choses. Mais il ne faut pas que l'enfant sache. Mais Ça nous, ne les concerne enfants, pas l'enfant. ça ne vous concerne pas. Donc, vous n'êtes pas concernés. Merci ça beaucoup, fait que monsieur. Si ces signes-là arrivent, il fallait qu'en tant que parent, tu dis, ouais, je vois ça, il faut que je puisse. Si moi, je ne peux pas faire, je peux faire appel à un spécialiste pour m'aider. Parce que ça peut arriver que je ne suis pas capable de faire. C'est vrai. Il faut que je puisse aller chez un psychologue, quelqu'un qui peut accompagner. Parce que l'enfant veut se faire écouter. Si moi je ne suis pas capable, il faut que je puisse trouver quelqu'un pour l'aider. C'est très bien quand même. Merci. En même temps, vous avez profité pour nous donner l'ensemble des conséquences que cela puisse avoir sur la santé, le développement des enfants. Et on a envie de comprendre quel est le lien avec peut-être carence parentale et blessures émotionnelles, carence parentale et les comportements addictifs qu'on remarque chez les enfants en termes aussi. Oui, bon, avant de répondre à ça, je vais compléter. Lorsque l'on parle de blessures émotionnelles, il faut savoir que ça vient aussi de quelque part. D'où viennent les blessures émotionnelles? Ça vient des chocs émotionnels qu'on a eus. Qu'est-ce qu'on appelle choc?
on appelle un événement qu'on vit et qui nous perturbe à tel point qu'on ne sait plus où se donner la tête, bien on ne sait plus comment réagir. Et ça vient des troubles socio-économiques, par exemple perte d'emploi ou alors deuil dans la famille, où il y a aussi les distances, c'est-à-dire déménagement. Il y a divorce, perte de membres de la famille, divorce, séparation. Tout ça qui fait que, ou alors un parent qui se retrouve en mobilité réduite, par exemple. Donc ça choque le parent à tel point que, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber aussi dans les blessures. Il est rejeté. Toi, quelqu'un qui était bien valide, vaillant, qui était responsable, à un moment donné, se retrouve réduit dans un fauteuil roulant, ou alors tout simplement, il ne peut plus rien dire, ou alors il n'a plus le salaire, donc il ne peut plus assumer dans le foyer, ou alors la femme est partie, la femme l'a lâché. Donc c'est une succession d'événements fâcheux qui font que les blessures s'accentuent. Maintenant, les blessures de l'enfant s'accentuent. Maintenant, lorsque ces blessures s'accentuent et que les chocs deviennent intenses, ça crée des dépendances. Alors, nous appelons dépendance quelque chose que l'on fait répétitivement, qui fait que la personne n'est plus libre. C'est-à-dire, bon, il y a l'alcool déjà. Quelqu'un qui a des dépendances à l'alcool, c'est quelqu'un qui, tous les secondes, bon, je vais boire, allez, ça va me faire du bien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rumine dans sa tête. Dans sa tête, il n'est pas libre. Il rumine par rapport à la situation qui s'est passée ou bien aux situations futures, aux situations qui étaient passées. Et c'est toute la succession, c'est-à-dire depuis l'enfance jusqu'à ce choc, jusqu'à cet élément déclencheur de la dépendance, la personne va ruminer. Quand j'étais enfant, franchement, on me battait beaucoup. Hein. Et puis ben voilà, que le boss là, il m'a lâché, j'ai plus rien. Ouh là là, mais franchement, je suis nulle, il n'y a rien qui me va. Hein. Et ça va commencer tout doucement comme ça. Bon, allez, de toute façon, allez, je vais picoler, ça va me faire du bien. Et alors, un petit coup, ça commence par un rien du tout. Un petit coup, un petit verre par-ci, 2 petits verres par-là. Et puis, ça devient une habitude. Allez, bon, ça me fait du bien parce qu'on se dit, ben tiens, plus je bois, plus je me sens, voilà, je me sens bien. J'ai l'air d'aller mieux. Parce que ces personnes, comme dit, n'ont pas trop d'amis. Voilà, ils se retrouvent seuls face à leur situation. Et voilà, l'addiction, ça, est devenue leur ami. Ouais. Voilà. Maintenant, il y a l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, ça c'est le très basique, mais il y a l'addiction au sexe également. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Quelqu'un qui est en manque d'affection peut être dépendant du sexe ou bien de la pornographie, qui se retrouve enfermé toute la journée. Pardon. Enfermé toute la journée et puis va regarder ses films et après se masturber et se sentir bien. Il y a aussi la dépendance aux jeux vidéo, c'est-à-dire, voilà, moi je vais jouer, console, PlayStation et tout ça là, et puis les gens, les adolescents comme on les appelle, parce que ce sont des adultes qui deviennent ados, donc c'est un combiné d'adultes et d'adolescents, donc ça fait les adolescents. Parce que la mémoire, du coup, ça va regresser comme un enfant qui ne sait plus quoi faire. Bon, allez hop, je vais faire quelque chose qui me fait du bien, qui me plaît. Donc, cette personne va se retrouver enfermée à jouer tout le temps, toute la journée, ou alors va se retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, et voilà, et va développer sa petite addiction. Mais le fait dans tout ça, c'est que l'addiction, ça n'amène rien de bon à la personne. Ce n'est pas, par exemple, l'addiction au livre, par exemple. Voilà. Cette personne ne va pas dire, je vais lire, ça va me faire du bien. Mais c'est toujours quelque
quelque chose De négatif. voilà, de négatif qui appuie encore sur le choc et qui fait que amplifier le choc en fin de compte. Ça crée un cercle Voilà, vicieux. c'est un cercle vicieux, ils n'en sortent pas, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est triste. Et C'est d'où vraiment la triste. présence d'une tierce personne, un psychologue, praticien, qui peut dire allez hop, viens, je te prends en charge. Wow. Alors, est-ce que les enfants, bon, pas forcément les enfants, hein, mais la société, les parents également, arrivent à faire un rapport entre ces comportements addictifs, entre ces manifestations-là et l'impact d'une carence parentale? Est-ce que lorsqu'on voit son enfant en train de sombrer dans l'alcool, la drogue, le sexe, les jeux, comment on les appelle, les jeux vidéo, etc., on se pose la question pour voir est-ce qu'il y a un manque quelque part qu'il cherche à combler? Bon, on va pas se voiler. Hein. Quand on regarde un enfant dans ce domaine, surtout dans le contexte Africain. africain, on réprimande en même temps parce on se dit, nous on l'a donné une éducation, c'est comme ça, nous on a eu. Donc, en même temps, on se dit, ah, le gars, pourquoi il fait ça et tout. Mais souvent, on ne cherche pas quelle est l'origine, comment est-ce qu'il est arrivé là et tout. Imaginons, par exemple, elle parlait au lieu d'être additif au livre, quelqu'un additif aux jeux vidéo. Et aussi, c'est des choses, quand on voit, on peut dire que non, par exemple, le gars, lui, ou bien l'enfant, il n'aime pas lire, c'est les vidéos seulement, lui, il fait, Oui, est-ce que on oublie de poser la question, est-ce que les parents l'ont amené à lire? C'est ça. Et par exemple, ma femme, elle utilise le téléphone pour faire son travail. L'enfant est là, il regarde. Si sa maman, petit de 2 ans, mais sa maman laisse le téléphone, il peut déverrouiller. Ça veut dire qu'il regarde à tout moment ce que sa maman fait. Là où sa maman appuie, elle sait qu'ici, on appuie pour faire photo. Mais maintenant, si l'idée, quand on voit ça comme ça, comment est-ce qu'on peut gérer cette situation? Parce que, comme moi j'ai dit, je suis rigoureux avec moi. Et je pense que c'est les mêmes éducations que j'essaie de donner à mon enfant. Si je vois qu'il est en train de toucher, parce que quand je laisse le téléphone, il va toucher. Par exemple, chez moi à la maison, aujourd'hui, mon enfant, il ne touche pas mon téléphone, mais il touche pour sa maman. Il sait que ça, c'est mon téléphone, il ne va pas toucher. C'est le papa qui est méchant. Là, quand ça fait comme ça, quand maman te laisse, il va penser que c'est papa qui est méchant. Papa qui est méchant. Alors, il faut qu'on communique. Il ne doit plus toucher le téléphone de maman aussi. Là-bas, il saura que non, ce n'est pas que papa est méchant, il refuse de toucher son téléphone, mais ce n'est pas bon pour toi, à ton âge, de toucher le téléphone à tout moment comme ça. Et là, on essaie de trouver si il faut que je puisse voir, parce que moi, je ne suis pas dans l'éducation des enfants, je puisse voir à 2 ans, est-ce que l'enfant, on peut le trouver des tablettes de 2 ans? Est-ce qu'il y a des choses de 2 ans qu'il peut regarder? Et moi, je suis quelqu'un, si, bon, les gens me disent ça souvent, que moi, j'ai beaucoup plus les études. J'aime ça. Si quelqu'un de spécial ne donne pas son point de vue, moi, je ne fais pas. C'est ma manière de fonctionner. Parce que c'est pas, je ne suis pas spécial dedans. Je peux lui donner quelque chose. Maintenant, alors, ce n'est pas approprié pour un enfant de 2 ans. Ça veut dire que je ne suis pas en train de résoudre le problème. C'est vrai. Donc, si, par rapport au téléphone, si l'enfant touche et je dis non, la maman aussi dit non. Ça, c'est la communication. Ça veut dire il y a une corrélation entre les deux communications. L'enfant va savoir que non, ce n'est pas parce que papa est méchant qu'il refuse que je touche le téléphone. C'est parce que, pour le moment, je ne dois pas toucher le téléphone. Ce que moi, je dois toucher, c'est ça. Donc, le spécialiste dit qu'il doit toucher ça. Donc, on cherche quand même l'alternative. C'est ça. Ce que l'enfant doit toucher à l'âge là. On les cherche, si c'est des jouets, on les trouve. Et c'est pour cela aussi, quand l'enfant prend ce jouet, ne permet pas, parce qu'à chaque moment, quand l'âge évolue, il y a d'autres objets d'éducation.
des fois aussi, quand la personne est devenue addictive à la chose, c'est parce que on laisse très longtemps sur, parce que un jeu que l'enfant doit utiliser à 2 ans, il utilise jusqu'à 5 ans, par exemple, alors qu'à 5 ans, peut-être, il devait utiliser un autre. Mais quand on lui laisse, il va développer un amour pour la chose que, même quand il va avoir 30 ans, il va encore aller chercher la même chose. Donc, ce sont des problèmes quand nous suivons les enfants, il faut bien suivre. Parce que des fois, les gens vont penser que tu es trop... Mais c'est une éducation que tu veux donner à l'enfant. C'est ça. Et c'est très important. Et c'est toi qui oriente l'enfant. En fait, il faut que le parent soit le premier modèle de l'enfant. Sinon, l'enfant, il va aller chercher des modèles ailleurs. Et quels sont les modèles? Aujourd'hui, comme les enfants touchent le téléphone un peu partout, il va aller prendre des modèles sur les réseaux sociaux. Parce que personnellement, les gens me demandent souvent en entrepreneur qui est ton modèle. Je dis mon papa. Personne ne connaît pas, mais moi je te dis ce que mon papa fait, je peux t'expliquer. De A à Z. De A à Z. C'est très important. C'est très important d'avoir un modèle et d'être un modèle pour ses enfants. Tes enfants. Si tu n'as pas été modèle pour ton enfant, il va aller prendre ailleurs. Mais alors, tu ne sais pas qui. Ah oui, c'est vrai. Alors, Anne, est-ce que les parents qui sont censés bien éduquer les enfants, qui sont censés être les modèles des enfants, ils font les liens à leur niveau pour voir est-ce que mon enfant, est-ce que tout va bien? Est-ce que des fois on se pose ces questions? Est-ce que j'éduque bien mon enfant? Est-ce que je lui apporte tout ce dont il a besoin? Des fois oui, des fois non, parce que le parent qui éduque l'enfant, il faut que lui-même il se rende compte qu'il le fait bien ou qu'il ne le fait pas bien. Parce que il y a un dicton qui dit on ne peut pas danser, s'apprécier. C'est ça, vraiment. Donc, il y en a qui sont dans la maltraitance sans se rendre compte. Voilà. Je vais donner mon exemple et je vais parler d'un cas typique. Vous savez, moi je viens du sud du Togo. Et ma maman, elle vient du sud du Togo. Donc, les femmes qui viennent du sud du Togo, je parle entre autres de Anicho et tout ça, ce sont des femmes caractérielles. C'est-à-dire, elles en veulent, elles sont rudes, des femmes leaders, des femmes qui sont dures, et tu les retrouves dans les grands postes de la société. Ma mère, elle était ainsi, par exemple. Donc, l'éducation que moi j'ai reçue, c'était la rigueur, la dureté. Ça se passe là, ici et maintenant, ou rien. Tu fais quelque chose, ce sont des gifles, ce sont des fessées bien appliquées. Et le petit bâton qu'il donnait à l'école, avec lequel elle corrigeait les petits à l'école, elle ramenait le petit bâton à la maison. Et surtout moi, parce que j'étais aussi turbulente. Il faut l'avouer. Donc, ça veut dire qu'on est nombreux ici. Hein. En tout cas, c'est vrai quand même. Donc, j'étais bien corrigée par cette femme. Et arrivé à un moment donné, je me suis braquée, je dis mais c'est pas possible, cette femme elle m'aime pas. Comment ça se fait-il que elle rentre, elle me tape et puis voilà. Des fois même je suis même pas fautive, mais j'ai même pas le temps de, comme il a dit, la communication, j'ai même pas le temps de m'expliquer. On me pose pas de questions, j'avais pas droit à la parole et tout de suite des claques de ci, de ça et j'en avais marre. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand moi j'ai eu mon enfant? Je me suis rendu compte que, en fait, maman, c'était la meilleure des mamans. Parce que quand tu te retrouves confronté à la situation, la réalité. Et que, voilà, à la réalité, et que tu vois que l'enfant, déjà, toi-même, tu viens d'accoucher, tu te retrouves dans un monde parallèle. Personne ne t'a expliqué comment ça se passait. Personne ne t'a dit comment être parent, les débuts, la fin, voilà. Tu te retrouves plaf dedans. Alors, changement radical de situation. Bon, l'enfant pleure, je le prends, je le laisse, je fais ci, et tu es chamboulé. Et cet enfant n'arrête pas de pleurer. Et tu es là, tu dis mince, où est-ce que je suis? Donc, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Maintenant, les réactions qu'on a, c'est d'autant plus gauche parce qu'on se dit, bon, moi, ma mère, elle m'a violentée, je ne veux pas faire comme ma mère. C'est ça. Maintenant,
Tu fais comment? Tu fais comment? Quelle est la question? C'est la grande question. Voilà, tu fais tu comment? fais comment? Sachant que l'enfant là ne va pas arrêter de te chercher. Il va y aller jusqu'au bout parce que lui réclame quelque chose que toi tu n'as pas et que toi tu ne sais pas t'en sortir et que toi tu es carrément à l'opposé de cet enfant là. Tout est mélangé, Tout est mélangé. Et donc, il faut agir assez rapidement. Donc, tu vas te retrouver en train de pratiquer la même chose que ta mère pratique. Et c'est là que tu te dis, mince, mais en fait, c'était la bonne, hein? C'était la bonne que j'ai reçue finalement. Cette maman, elle n'avait pas tort. En tout cas, je peux vous dire que moi, quand j'ai eu mon fils aîné, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, je veux te demander pardon. Elle me dit, mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je pense que j'ai été un peu trop dure avec toi. Hein. J'étais brûlante, turbulente, j'étais pas patiente. Ouais, voilà. Juste pour ça. Alors, elle a rigolé. Donc, pour dire que il y a certaines ethnies que nous stigmatisons, de violentes, de ci, de ça. Mais il faut dire que nous avons beaucoup à apprendre de ces personnes. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Parce que, à part la raidité et puis la dureté de leur éducation, il y a quelque chose à prendre. C'est-à-dire l'enfant a besoin aussi de dureté pour trouver ses repères. S'il n'y a pas ces duretés, parce que même la Bible le dit, éduque ses enfants, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit emprunter. Parce que quand il vieillira, il ne s'en détournera pas. Donc, si tu ne l'éduques pas selon cette dureté, l'enfant va commencer à s'égarer. Tout doucement. Alors, il y a la technique qui me met une forte pression. Des fois, lorsqu'on discute d'une thématique qui est assez palpitante, on ne se rend pas compte que le temps passe. Mais là, on me dit que le temps passe, je suis choquée en mot du genre, déjà. Non, ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs. Moi-même, j'ai pris goût. Et je pense que nous allons trouver aussi d'autres alternatives pour faire d'autres émissions relativement à l'éducation des enfants. Peut-être aider les parents à une bonne parentalité. Mais très rapidement, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour peut-être ne pas laisser de ces mauvais impacts-là sur la vie de nos enfants, pour pouvoir créer un environnement qui est propice à leur développement? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, merci. Je pense que la meilleure des choses, c'est de décider. Soit c'est décider d'avoir l'enfant. En fait, tu es prêt pour avoir un enfant et tu as choisi d'avoir ton enfant. Et il faut communiquer avec l'enfant. Il faut permettre à l'enfant de pouvoir discuter avec toi. Et je me rappelle, notre aîné, son nom, le papa l'appelle mon ami. En fait, il nous explique, c'est parce qu'il veut qu'ils discutent ensemble. Il veut le voir comme son petit frère, discuter. Et là, il n'a pas peur de papa. Si il est en train de faire quelque chose, s'il n'est pas bon, papa dit ce n'est pas bon, il sait que ce n'est pas bon, c'est pour ça que papa dit ce n'est pas bon. Il ne va pas voir papa comme un ennemi. Donc, c'est pour cela, pour éviter ces choses, c'est tout de lui la communication, de au moins faire le minimum d'efforts qu'un parent devait faire. Et prendre, comme on a parlé, nous tous, nos parents, et ils ont l'éducation, c'est aller ici à ici. Il y a des fois la rigueur et tout. Ne cherchez pas à copier l'éducation d'autrui pour donner à tes enfants. Parce que si tu viens d'une famille, il y a ce sang-là qui coule en toi. Quand l'enfant doit passer quelque part, il faut qu'on puisse savoir que c'est famille X. Ça, c'est très important pour moi. Et moi, je le dis souvent à la maison que tel un Agbeko, c'est un Agbeko. Quand tu le vois quelque part, tu vas savoir que c'est lui qui parle. Donc, tu ne peux pas avoir un Agbeko et tu le dis que comme un nom d'autre, on ne peut pas le reconnaître. Dans le nom de question, c'est ton point. Donc, je pense que c'est très important d'éduquer l'enfant sur l'identité, sur l'orientation. C'est bien que l'enfant va grandir. Il va décider de ce qu'il veut devenir, mais avec notre appui. Donc, communiquer, c'est ce que moi je peux. C'est très important. Oui. Alors, Madame Anne, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais déjà, en premier temps, qu'on dit, faut
prendre l'enfant en charge, c'est-à-dire que il faut commencer par la dureté. Parce que l'enfant doit savoir la différence entre le oui et le non. C'est ça ou rien. Maintenant, lorsque l'enfant commence à grandir vers 11-12 ans, il faut le prendre comme un ami. Parce qu'à 11 ans, tu ne peux plus lui infliger les mêmes corrections que quand il était bébé ou bien quand il était petit. Là, c'est un ami, faut l'appeler. Et mon fils vient ou bien ma fille, viens t'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as eu? Et petit à petit, tu avances comme ça. Mais il ne faut pas prendre l'enfant comme le meilleur ami ou bien le copain ou bien la copine. Ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu reproduis toi-même dans l'enfant et c'est dangereux. C'est-à-dire que ça atténue l'identité de l'enfant. Il ne peut plus s'affirmer. Mais le prendre comme ami et accepter que cet enfant n'est pas comme toi, n'a pas ton identité. Bon, il a ton identité, mais il a sa propre ADN. Il a il est son propre lui. Voilà. C'est ça. On peut même dire qu'il a sa propre identité. Il a sa voilà, il y aura une part qui vient de toi. Il y a une part qui vient de toi, mais il a sa propre identité. Je suis d'accord. Et il faut l'admettre, donc il faut l'accompagner dans ce sens. Si l'enfant ne veut pas faire ce que toi tu veux, ok, mais comment tu veux le faire? Il faut toujours communiquer, dialoguer, l'accompagner et accepter que voilà, l'enfant est différent. C'est très très important. Très important. Alors je voulais voir si c'est possible peut-être pour un parent de commencer par la dureté de devenir ami. Tout à fait, tout à fait. Parce que sans la dureté, l'enfant n'a pas de repère. Sans la dureté, l'enfant n'a pas de repère. Il faut la dureté, il faut la correction. Mais ce qu'il y a, c'est que je vais encore ramener à notre société, c'est que ce n'est pas tous les enfants qu'on corrige avec la verge. Il y a certains enfants qui sont hypersensibles. Moi, je vous dis, j'ai 2 gamins. Le grand, sans la verge, il ne peut rien faire. Il a besoin de ça. Mais le deuxième, le gars, il est tellement hypersensible qu'il faut y aller avec des discussions, avec ci, avec ça. Et c'est comme ça qu'il comprend. Il faut lui expliquer pourquoi tu as fait ci, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Là, il comprend, il ne va plus le faire. Et il y a certains garçons, il faut y aller avec tactique, avec diplomatie, c'est-à-dire tu le prives de quelque chose. Il a besoin qu'on le prive. Lorsque tu le... Bon, garçon ou enfant, hein, je parle d'enfant en général. Ouais. Lorsque tu prives, c'est là qu'il va se dire, ah ben tiens, ça je ne vais plus le faire. Donc, il faut savoir connaître son enfant. Il faut étudier l'enfant dès le bas âge pour savoir quel genre d'enfant j'ai en face de moi. Est-ce que je peux le corriger avec la verge? Est-ce que je peux le corriger en tant qu'ami, en tant que petit sage? Parce qu'il y a des petits sages. Le gars même, il peut te donner des leçons, tu es là. Ah bon, ok, tu apprends de lui. Et il y en a que, voilà, il faut les priver de quelque chose. Avant de pouvoir y aller. Vraiment, merci beaucoup. Ce fut très, très intéressant. Je pense que beaucoup de parents se sont retrouvés. Et moi, je pense que la question principale qu'il faut se poser, hein, c'est de savoir, est-ce que je fais bien? Des fois, lorsqu'on est dans la peau du parent, on se dit que, voilà, c'est moi qui détiens tout le monopole du savoir. C'est moi qui sais mieux éduquer mon enfant. Et des fois, même, on ne laisse même pas la société intervenir. D'accord, c'est votre manière de se faire, mais comme tout projet, éduquer un enfant également, c'est un projet. Des fois, il faut s'asseoir, se poser les bonnes questions, évaluer les acquis, voir s'il faut améliorer pour pouvoir créer un environnement propice pour le développement de vos enfants. Parce que on conçoit un enfant, mais en même temps, on doit laisser un adulte responsable pour un avenir beaucoup plus sain pour tout le monde. On y reviendra bien évidemment parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre en tant que parent, en tant qu'adulte et futur parent. Alors, je préfère vous laisser cette petite soif et vous conseiller de rester attaché au programme de la chaîne Santé et sur Docteur TV et on se retrouve la prochaine fois.